juin. On entre dans le mois de juillet-août, les mois les plus chauds de l'année. Je suis dans le sud de la France, à Toulouse, le soleil chauffe énormément. Du coup, il faut mettre en place des actions qui vont me permettre de sauvegarder les végétaux. La vidéo va se décliner en plusieurs parties. D'abord, ce que les plantes font pour résister à la chaleur et comment elles s'en sortent. Ensuite, les actions que je peux mener pour les aider à passer ça. Et à la fin, le changement de rythme que ça implique pour moi pouvoir être productif au jardin. Il y a certains types de plantes de Provence qui tiennent beaucoup plus que les autres à la chaleur. Donc là, on a un bon exemple, on est entre romarin, lavande, verveine citronnée et thym. On repère que chez les feuilles qui sont adaptées à la chaleur, adaptées au soleil, en fait, ce sont des feuilles beaucoup plus fines. Ce qui fait qu'elles limitent l'évaporation, le contact au soleil, afin de pouvoir y résister. A contrario, si on prend la salade, elle a plutôt de larges feuilles, qui fait que son contact au soleil est vraiment très dur. Ce qui fait que en règle générale, les plantes qui ont un feuillage fin peuvent supporter le soleil. Les plantes qui ont un feuillage large, hormis les courges, ont tendance à préférer l'ombre. Cette action est souvent la même, peu importe les dégâts causés naturellement, mais quand une plante brûle, gèle et en stress, ce qu'elle fait, c'est qu'elle brûle le bout de sa feuille pour pouvoir se recentrer dans les racines, pour espérer des jours meilleurs. Donc on voit là, sur les dégâts faits aujourd'hui, les feuilles ont brûlé les bords mais se sont recentrées dans le cœur. Le cœur est très peu touché, par contre tout ce qui est sur les zones externes a tendance à brûler. Dans la gestion de l'eau, j'ai du coup installé un récupérateur d'eau de pluie qui est relié à la gouttière au toit. Ça contient 1000 litres, ça fait 3 fois depuis le début de la saison qu'il se vide et se re-remplit. J'essaie de faire en sorte que pour l'été il soit plein. Et ça va me permettre d'avoir une eau à température ambiante. Je l'utilise beaucoup pour des choses un peu délicates. Si je dois faire un arrosage d'un semi-fragile, je peux préférer utiliser celui-ci. Des fois, ça prend beaucoup plus de temps, le débit est moins fort, je le fais souvent l'arrosoir. Si ça ne convient pas, j'utilise le tuyau d'arrosage. Ma problématique avec l'arrosage chez moi, c'est que j'ai un jardin tout en longueur. Du coup, pour atteindre le fond du jardin, je dois associer des tuyaux et des tuyaux. En arrosage, on peut faire des trucs dingues, on peut faire du goutte à goutte, des choses comme ça. Il y a quand même quelques petites techniques simples pour rallonger des tuyaux. Et pour pas tirer le tuyau sur tout son long, lorsque j'arrive ici, je déclipse ma lance d'arrosage et je peux la rebrancher à mon autre tuyau, afin de gagner en longueur et pouvoir aller plus loin. J'ai aussi installé des tuyaux micro-poreux. En gros, je branche mon tuyau d'arrosage dessus et le tuyau perle. Ce qui me permet, pendant que l'arrosage se fait petit à petit et de manière assez élancée, de pouvoir mener d'autres actions au jardin et de gagner du temps. Du coup, je fais des tas sur l'herbe sèche. Je les ramasse par la suite. J'ai demandé au service d'entretien, je leur ai demandé si ça les dérangeait si j'ai ramassé l'herbe sèche. Ils m'ont dit non, non, du tout, au contraire, il y en a plein. Donc je profite de ce qui s'offre. S'il y en a autant cette année, c'est parce qu'avec le confinement, dans le parc, l'herbe est montée et tout a été fauché, trop de matière à rapporter, donc ça a été laissé sur place. Donc il y a une couche assez énorme de paille. Donc j'en profite. Donc je fais des petits allers-retours jusqu'à obtenir pas mal de petits tas de foin. Je vais pouvoir les disposer sur les cultures. Donc là ça y est, j'ai paillé la zone de culture du fond. Je l'ai paillé en priorité parce que c'est l'endroit où j'ai le plus de difficultés d'accès avec l'arrosage. C'est le plus loin du robinet et c'est là où il manque du tuyau. Donc je place grossièrement tout ce foin qui va se décomposer assez vite mais qui va tourner pour la saison. Je le range pas, je le place vraiment assez grossièrement. Je le mets également dans mes allées parce que pour que les allées restent fraîches, le sec attire l'humide, l'humide attire le sec. Du coup, ça me permet de garder une zone plus fraîche.
J'en place aussi dans mes haricots. Là, c'est un exemple où vraiment, si j'avais paillé lors de la saison des pluies, je n'aurais plus un seul haricot vivant avec les limaces. Donc j'ai vraiment attendu la chaleur pour faire un bon paillage. Le paillage, c'est vraiment un outil indispensable et à mon sens. Par contre, on se fait quelquefois avoir avec les limaces, du coup il y a quelques clés de sûreté avec les chaleurs ou les types de végétaux pour pas pailler au mauvais moment, quoi. Donc là je gagne en arrosage, je gagne aussi en tranquillité. En gros, si on prend une courbe de l'arrosage, si la tomate n'est pas paillée à son sol à nu, que ça vaut en pot comme en pleine terre, on passe de très humide à très sec. Alors qu'avec le paillage, cette zone va garder de la fraîcheur, limiter l'évaporation, et en fait on passe de très humide à très sec de manière plus douce, et on reprend une courbe vraiment plus sympa pour la tomate, beaucoup moins stressante. Est-ce que j'ai trop d'eau, je vais pas avoir assez d'eau, ce qui peut créer des maladies fongiques comme le cul noir de la tomate. Donc ça y est, il y a une grosse partie des allées et des zones de culture qui sont taillées. Il me reste seulement à arroser afin que l'eau elle aplatisse le paillage et qu'il s'envole pas, et quand les merles viennent chercher, qu'ils partent pas trop partout. Je vais pas le faire maintenant, ce serait gaspiller de l'eau. Je vais attendre ce soir pour humecter tout ça. On voit que ça fait quand même pas mal de voyages. Là c'est bon, je suis un peu lessivé. Mais clairement le temps que j'ai passé aujourd'hui, je vais le retrouver x2 lorsque je vais arroser. J'ai une petite zone ici où je ne l'ai pas fait, je stoppe ici pour aujourd'hui. Par la suite, il y a un deuxième travail qui est à faire, c'est sur mon rythme de vie. Du coup, je dois, si je veux être productif au jardin, pouvoir me coucher plus tôt pour me réveiller plus tôt et être actif au jardin lorsque c'est encore frais. Si je m'attelle trop tard vers 13h au jardin, au final c'est insoutenable et la chaleur m'empêche de travailler. Donc je suis obligé de me lever plus tôt pour pouvoir faire d'autres choses dans l'après-midi qui sont à l'intérieur et en fin de journée venir retourner jardiner. Il y a aussi le fait que ça sert à rien d'arroser dans les heures chaudes de la journée. Le principal de l'eau va s'évaporer. En plus de s'évaporer, ça peut sur certaines plantes sensibles créer des champignons. Ça peut également sur des petites gouttelettes en plein soleil faire un effet loupe et brûler les feuilles. Donc il n'y a vraiment aucun avantage à arroser dans l'après-midi. Moi je préfère sincèrement arroser le soir afin que ça, toute la nuit dans la fraîcheur, ça imprègne sur toute la matinée par la suite. Après faire attention, en gros tant que le soleil n'est pas couché, on a un risque de différentiel de température entre l'eau et la température du sol et ambiante. Il faut vraiment attendre que le soleil se couche bien. Pour travailler avec la chaleur, j'essaie de faire attention aussi aux zones d'ombre en fonction de la journée. Là par exemple, le matin, le soleil arrive de la droite et vient frapper fort ici, jusqu'à midi. Et dès qu'il est plus haut au zénith, j'ai de l'ombre. Donc j'ai des zones qui sont plus ou moins à l'ombre et je travaille en fonction de là où avance la lumière. Un autre fait intéressant aussi, c'est que les plantes s'habituent à ce qu'on leur donne en quelque sorte. Du coup, je préfère essayer de prendre plus de temps à arroser profondément, tous les 2-3 jours, plutôt que d'arroser tous les jours un tout petit peu. Si on fait un arrosage en profondeur, la plante crée des racines profondes et elle peut puiser de l'eau et attendre plus longtemps. Alors que si on arrose un tout petit peu tous les jours, au final la plante fait des racines superficielles là où c'est humide. Et lorsqu'on n'est plus là pour le faire, elle ne s'est pas trouvée en dessous dans l'humidité des strates inférieures. Lorsque j'arrose, par exemple ici on voit que c'est assez bien délimité en 3 parties. Du coup, j'arrose d'abord la première, je passe à la deuxième, à la troisième et je reviens, je refais le cycle. C'est un peu la même occasion du fond jusqu'au début du jardin. Je passe 2 fois sur les plantes. D'abord, je fais un premier arrosage pour humidifier la terre, afin qu'elle s'imprègne bien. Et par la suite, je fais un deuxième passage où là, je fais un peu plus en profondeur. C'est un peu comme si la terre était une éponge humide. J'essaye d'abord de la regonfler, de la gorger et par la suite, je pourrais un peu plus la saturer. Cette technique, elle vaut pour les pots comme pour la terre.